Donc aujourd'hui, on reçoit Chloé Thibault. Chloé, rebonjour. On est déjà ravis de te recevoir. On rappelle que tu es journaliste indépendante et également autrice de plusieurs livres. Aujourd'hui, nous, on va parler de deux principaux. On va parler de Ni Muse ni Groupie, sur les femmes qui ont fait et qui font encore l'histoire de la musique, qui est d'ailleurs réédité en poche, Mmh. il me semble. Et va revenir aussi sur Désirer la violence, que tu as sorti en 2024. Oui. Donc, comme disait Violette, vraiment bravo, parce que sortir autant de livres en si peu de temps, vraiment. Et on en a besoin, Ouais, plus de ouais, livres ouais. féministes. Bon, comme tu l'as On dit, les voit à Ni Muse l'écran, ni hein. Groupie, ça reste un passage en poche. C'est une version vraiment augmentée, Ouais, mais mais le gros du travail était déjà fait. d'accord. Mais Ouais, mais j'écris un nouveau livre l'augmentation, quand Tu même. es trop modeste. je Non, rapproche le non, bras, mais je c'est rapproche le c'est bras. quand même Oui, pour vous mais dire que voilà, je n'ai pas enchaîné les 2 qu'est-ce que tu as augmenté totalement. dans Ni Muse ni Groupie? Tu as les entretiens, tout Il ça? y a 5 nouveaux entretiens, il y a de nouveaux chapitres, il y a des choses qui avaient été coupées lors de la première édition qui ont été remises et j'ai retravaillé le sommaire et il y a la préface de Flore Benguigui. Ok. C'est une Ah oui, vraie nouvelle version. qui est l'ancienne chanteuse du groupe L'Impératrice. Oui. Tout à fait. Et donc tu avais donc on revient à Désirer la violence. Désirer la violence, en fait, tu explores comment la pop culture nous a amené à justement désirer la violence, à considérer l'amour toxique comme une norme en fait, et comment ça a joué sur nos imaginaires, donc sur notre intime, donc sur nos réalités politiques. Et à propos de cinéma, justement, on voulait passer aussi de la mise en récit aux réalités de la production. Mmh. La commission d'enquête relative aux violences commises dans le secteur du cinéma rentre demain son rapport, le mercredi 9 avril, c'est ça? C'est ça, des recommandations surtout. C'est ça. Et il y a eu pas mal de témoignages forts. On pense notamment à Namouk Lalis, à Judith Godrèche, évidemment. Évidemment. Mais il y a également eu des outrances, comme avec Dominique Besnéard, pour ne pas le citer. Et nous, on se demandait s'il y avait un moment ou plusieurs que t'avais retenu sur sur cette commission et qui t'avait marqué. Mmh. Ceux-là, ceux que tu viens de citer. Aussi, on a quand même vraiment mis la lumière sur les prises de parole liées au milieu du cinéma. Mais justement, Flore Benguigui, aux côtés de Jean-Michel Journet et Rose Lamy, qui ont tous les deux cofondé Music 2, le mouvement Music 2, Mmh. eux ont été auditionnés. J'ai dit auditionner, pardon, pour la partie musique aussi, enfin l'industrie musicale. Donc ça, c'était important et marquant pour moi. Et j'ai aussi retenu, parce que je l'attendais un peu avec, j'ose pas dire avec impatience, mais j'avais hâte de les entendre malgré tout, l'équipe de la Cinémathèque, donc Gavras, pardon, Frédéric Bonneau et Jean-François Roger, Mmh. à qui j'ai eu affaire par procuration, enfin en tout cas virtuellement, fin 2024. Donc j'avais hâte d'entendre ce qu'ils avaient à dire face à Sandrine Rousseau. Et oui, Et ça alors? c'était voilà une de nos questions. Oui, Je me permets je me dis, est-ce que je suis en train de lui Oui, non, non, devancer? mais C'est bien, hein, de rien n'est bah, figé Nous ici. co-construisons pour ce cinéma. rebondir, effectivement, suite à l'annonce par la Cinémathèque de la projection du dernier tango à Paris, tu as envoyé un mail à la Cinémathèque dans lequel tu leur précisais que ce serait quand même plus qu'opportun qu'ils apportent un éclairage féministe. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu leur réponse et puis le contexte et surtout le dénigrement dont tu as fait l'objet, puisqu'on le sait, une des armes favorites des réacs, c'est de remettre en cause nos compétences dès qu'ils ne sont pas d'accord avec nous. D'abord, dans Désirer la violence, je consacre un chapitre au dernier tango à Paris. Pour les personnes qui ne connaissent pas l'affaire qui existe autour du film, donc c'est un film de Bertolucci qui date des années 70, dans lequel jouent Maria Schneider et Marlon Brando. Et en fait, durant ce tournage-là, il y a eu bon, l'histoire du film, ce sont deux personnes. Donc Maria Schneider joue une jeune femme de 19 ans et Marlon Brando a la cinquantaine dans le film, qui se rencontrent lors d'une visite d'appartement parisien et qui ont une espèce de coup de cœur, voilà, d'âme sœur, mais ne se donnent pas leur prénom et en fait vont se rencontrer plusieurs fois dans cet appartement et découvrir
leur sexualité la plus sauvage, enfin voilà, expérimenter une relation très particulière. Ma foi, ça, moi, je n'ai rien contre, et Non. qu'on explore des sexualités sauvages à l'écran non plus. Mais malgré tout, il y a une scène du film qui a été tournée sans le consentement de Maria Schneider, qu'on surnomme bien malheureusement la scène du beurre. C'est une scène pendant laquelle le personnage joué par Marlon Brando prend une motte de beurre et la glisse, pardon, je cherche mes mots parce que je suis toujours gênée de raconter, glisse du beurre entre les fesses de l'héroïne et la sodomise. Et en fait, cette scène-là, elle a été décidée le matin même par Bertolucci et Marlon Brando, sans en informer Maria Schneider. Donc, la scène que nous voyons à l'écran lorsque nous regardons le film, c'est la vraie scène de surprise et d'agression sexuelle de Maria Schneider. C'est extrêmement pénible, et puis c'est un surtout, c'est viol au grave. sens juridique, effectivement. Voilà. Donc, ça, ce sont les faits. Et donc, j'en parle dans mon livre parce qu'il était inconcevable, vu mon sujet, de ne pas parler de ce film. Donc, il était tout naturel pour moi, quand j'ai appris que Le Dernier Tango à Paris devait être diffusé à la Cinémathèque dans le cadre d'une rétrospective Brando, de contacter la Cinémathèque. Pourquoi ? Parce que j'ai fait le plus simple travail journalistique, qui est que ce soir-là, je suis allée sur le site de la Cinémathèque et il était juste écrit rendez-vous dimanche à 20h pour voir le film, quoi. Rien d'autre. Aucune mise en appareil. contexte. Voilà, pas de médiation prévue. J'ai écrit au service de communication en disant une médiation est-elle prévue autour de cette séance ? Je pense que c'est absolument nécessaire, vu l'affaire qu'il y a autour du film. Très bien. Et donc, le lendemain, en fin de journée, Jean-François Roger, donc le directeur de la programmation, m'a répondu sur un ton qui était immédiatement sexiste et condescendant, puisque dès le début du mail, il me disait Madame, je comprends votre émotion. Oh. C'était la première phrase. Et donc, il m'expliquait que c'était inconcevable, du point de vue de la carrière de Brando, mais aussi peu respectueux du talent de Maria Schneider, de ne pas diffuser ce film. Bon, bref, je lui ai répondu en lui disant que c'était pas mon émotion qui dictait mon mail, mais mon travail de journaliste, à l'affût sur ces questions-là. Et ensuite, ils ont essayé un peu de se rattraper en ajoutant sur le site un temps de présentation du film, mais par eux-mêmes, par Jean-François Roger eux-mêmes. Donc moi, j'expliquais que j'étais inquiète de savoir que ce serait lui seul qui présenterait la séance. Et là, c'était pas l'occasion pour moi de faire ma propre promotion. Ça m'est égal de montrer ma pomme à la Cinémathèque. C'était simplement pour dire, nous sommes nombreuses à travailler sur ces questions-là, à mêler les analyses cinématographiques aux analyses de genre, qui sont, pour cet exemple-là, indispensable, en fait. Rappelons que ça a brisé quand même l'actrice. Bien sûr. Ça l'a détruite réellement, voilà, en tant que personne. Donc, c'est ce que je rappelais. Moi, je trouve ça absolument honteux de pouvoir, justement, quand au début de l'émission, on parlait d'inversion, de considérer qu'il serait peu respectueux du talent de Maria Schneider de ne pas diffuser le film, alors que l'actrice elle-même a dit que c'était une vraie douleur qu'on la ramène à ce film et qu'il soit encore diffusé. Bref, tout est dit. Et donc ensuite, on ne m'a plus répondu. Et puis, les médias se sont emparés de cette affaire-là. Et finalement, la diffusion du film a été annulée, mais pas parce qu'ils se sont remis en question. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je ne demandais pas l'annulation. Je demandais la contextualisation de ce film et je proposais certaines solutions. Ça a été annulé sous prétexte que les menaces de violence étaient bien trop intenses de la part de nous autres, les féministes. On allait casser l'ambiance et tout. Et t'as été complètement diffamée, en et plus. Oui, bon, ça, c'est l'épisode 2, mais c'est-à-dire que, bon, j'ai travaillé en sous-marin, bref, j'ai fait mon travail de journaliste, en fait, sur tout ça, et j'ai appris que Frédéric Bonneau, le directeur de la Cinémathèque, disait franchement des choses indignes à mon sujet, et donc en priorité expliquer qu'évidemment je faisais tout ça pour la gloire et que mon livre personne n'en a entendu parler, et que t'avais pas de diplôme que j'étais personne, je sais plus comment il l'a formulé, mais en tout cas que j'étais vraiment personne et que je faisais ça pour qu'on parle de moi. Diffamé pour ne pas répondre aux arguments de fond, puisque ce que tu avançais était très construit et très justifié en fin de compte. Et donc, exactement, et pour en revenir à la commission, ça a été très pénible pour moi de regarder. Sandrine Rousseau a été tout à fait à la hauteur, mais comme le reste du temps durant cette commission, mais vraiment, c'était d'une hypocrisie et d'une mauvaise foi sur ce sujet-là. Et il en est encore revenu, Frédéric Bonneau, à l'idée... il a dit quelque chose comme non mais oblitérer ce film, le rayer de l'histoire du cinéma, c'est inconcevable. Mais ce n'est pas ce qu'on demande. Et en fait, ça c'est assez insupportable depuis 1 an. C'est-à-dire qu'avec le sujet de mon livre, on me ramène constamment à la cancel culture. Une cancel culture...
contre laquelle je prends toujours la parole en expliquant que je ne veux pas annuler les œuvres. Je veux les contextualiser. Mais en fait, ils n'entendent pas. Ils refusent évidemment d'entendre. D'ailleurs, les annuler, ce serait finalement dissimuler le patriarcat. Mais oui, absolument. En fait, c'est important. Moi, je suis la première. Oui, ce film fait partie de l'histoire du cinéma. Donc, j'ai envie qu'on étudie cette histoire et qu'on se dise, bah, regardez ce qui a été fait dans les années 1970, parce que Le Dernier Tango est loin d'être le seul film Oui. problématique de cette époque. Et justement, cette commission, pour en revenir à la commission, est-ce que tu attends des recommandations? Certaines ont fuité. Est-ce qu'il y a des pistes auxquelles toi tu penses et que tu aimerais qu'elles soient adoptées, Oui, dans Désirer la violence, je donne la parole à une coordinatrice d'intimité. Donc par ça, depuis exemple? MeToo, ça se met en place. De plus en plus de personnes se forment à ce métier-là, un métier tout récent. C'est absurde que ce soit si récent quand on pense qu'il aurait fallu qu'il existe depuis le début du cinéma, en fait, Bien pour sûr. encadrer les scènes d'intimité. Et d'ailleurs, c'est important, les coordinatrices le disent souvent, scène d'intimité n'égale pas scène de violence sexuelle. Une Exactement. scène d'amour sain a aussi besoin d'être encadrée. En fait, c'est une chorégraphie, tout comme une cascade. Donc ça, c'est l'une des priorités. Peut-être Euh, qu'il faudrait expliquer, je ne sais pas si tout le monde sait ce que la c'est qu'une coordination d'intimité, Oui, tout bah à fait. c'est une personne qui justement dès le travail de scénario et d'écriture du Voire de film, casting voire parfois. de casting, exactement, voire de casting, discute en fait est la tierce personne qui va s'assurer du consentement. Là, on parle vraiment de consentement des actrices et acteurs à effectuer telle ou telle chose et s'occupe des relations en fait entre le réalisateur et les acteurs. Et sur le plateau est là pour faire en sorte que tout se passe au mieux pour tout le monde et qu'il n'y ait évidemment pas d'abus. Mhm. Donc c'est un rôle primordial, mais ça existe justement du côté des cascades, des scènes Mhm. d'action, de Tout à fait. baston. On n'imagine pas dire à deux acteurs, bon bah, Les et lancer là, comme ça. vous vous battez. Oui, c'est ça. Bah non. Alors que c'est la même chose, en fait. Donc voilà ce qu'est, pour résumer, la coordination d'intimité. Et ensuite, bon, aujourd'hui, là, depuis quelque temps, quand même, il y a des référents harcèlement, justement, VSS, violence sexiste, sexuelle et harcèlement sur les plateaux aussi. Donc, Tout récemment d'ailleurs, tout là encore. récemment, des tierces personnes. Donc ça se met en place. Voilà, ce qu'il faut, c'est protéger absolument en priorité les mineurs, puisque c'était aussi au cœur de la commission, à travers Judith Godrèche Julie notamment, Godrèche. les majeurs aussi, et puis surtout, en fait, qu'on entende et qu'on regarde les choses en face. Mais parce que tu évoquais Dominique Besnéard, mais il y a aussi eu les auditions du Boys Club du cinéma français, Le Jean fameux huis Dujardin. clos. Voilà, enfin Jean Dujardin, Gilles Lelouch, etc. D'autres qui avaient signé cette tribune là de quelques hommes qui nous disaient c'est bien les filles, continuez. En fait, juste voilà qu'ils au pluriel se regardent en face et que vraiment il y a une tolérance zéro pour les agissements sexistes. D'ailleurs, ils ont demandé le huis clos sur leurs auditions, sauf que bah, dans le cadre des procédures, tout doit être public. Donc le verbatim est disponible sur le site de l'Assemblée et je vous invite à aller le consulter dans le chat. J'ai trouvé ça assez éclairant personnellement. Puis je crois que c'est l'inspection du travail aussi. Je crois qu'il va y avoir des recommandations autour de l'inspection du travail parce que on sait très bien qu'ils sont très peu nombreux. Et je crois que dans le milieu dans tous les milieux culturels confondus, puisque ça ne s'occupe, enfin cette commission ne parlait pas uniquement de cinéma, mais aussi de médias, audiovisuels, spectacles vivants. Il y a que 0,9% des visites de l'inspection du travail qui se font dans ces secteurs-là. Ouais. Donc, pour dire le pouvoir ridicule qu'ils ont, quoi. Il n'y a pas assez d'inspecteurs du travail et ils sont encore moins, on leur ouvre encore moins les portes sur les tournages et dans les sociétés de production, quoi. Bien sûr, mais de toute façon, et on entend encore ce discours de la censure, quoi, du génie créateur, créatif. Mais en fait, ce qu'ils essayent de protéger, c'est pas la création, c'est la culture du viol, littéralement. Parce que, à mon sens, justement, la coordination d'intimité, et d'ailleurs au sens des coordinatrices avec qui j'échange, ne peut rendre que plus belle / intéressante ces Oui. scènes-là. Tout Ça à peut fait, ouais. justement être un terreau de créativité, en fait, toutes ces réflexions. Mais non, s'ils n'ont pas envie d'en entendre parler, c'est parce qu'ils ont envie de continuer à faire leurs petites affaires qui marchaient très bien pour eux depuis que le cinéma existe. Faut savoir quand même que les coordinateurs d'intimité, il y a toujours pas de formation en France. Mhm. Ça, c'est quand même grave, quoi. Oui. Il y en a en Grande-Bretagne, aux États-Unis, mais en France, on est encore aux prémices, quoi.
Alors que c'est comme tu dis, c'est hyper important, si on veut plus de violence sur les plateaux, quoi. Et si on veut de la création, un peu plus, peut-être féministe, un peu plus ouverte à un regard, féminin aussi, quoi. Mais la France n'en veut pas et la culture du viol à la française, pour citer l'ouvrage de Valérie Rey-Robert. Exactement. Très bon livre aussi, ouais. Culture du OK. viol à la Karine? française. Ouais, je disais qu'il y a, Violaine, tu vois quelque chose, Ah, j'étais en train de non? regarder les messages dans le chat. Mais en fait, moi, ce que je me disais, c'est qu'on parle des comportements des acteurs de la production cinématographique, mais en fait, il y a aussi ce que véhiculent les films eux-mêmes. Et là, ton livre est assez important. Il cite énormément d'exemples. Quand même, le sous-titre de Désirer la violence, c'est ce que la pop culture nous apprend à aimer. Ça dénonce donc tous ces modèles toxiques dont on faisait allusion tout à l'heure. Euh, Quels sont les archétypes d'hommes violents que tu as pu identifier dans le cinéma mainstream? Tu as fait plusieurs chapitres assez parlants et est-ce que tu peux nous les citer? Est-ce que tu permets que je réponde dans l'autre sens? Oui. Est-ce que Tu es j'arrive à libre. vous citer des archétypes masculins sains? Non. En fait, c'est ça le problème. C'est là le problème. C'est que les archétypes, c'est tous les hommes. Vous allez me tuer de dire tous les hommes, évidemment. Non, 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 pas ici. Pas ici, pas ici. C'est tous les hommes, c'est-à-dire qu'évidemment, je commence par ceux qui sont évidents, qui sont là sous nos yeux. Les bad boys, les hommes littéralement violents à l'écran. Mais ensuite, j'explique que nos héros préférés aussi sont des agresseurs. Et puis, je me demande si les hommes gentils le sont vraiment. Je gratte pour voir Ross, on ce pense à toi. qui se cache derrière l'archétype du nice guy, derrière les sauveurs. Et en fait, une fois qu'on fait ce travail-là, de gratter, là, je me prends pour un petit chien, on se rend compte qu'il reste pas grand monde. Et c'est bien ça le problème. Est-ce Et que c'est... là, je vais pas assez loin dans ma réponse. Non, mais est-ce que le Parce que cinéma, la télé, est-ce qu'on met tout dans le même sac? Les séries, moi, c'est très difficile d'écrire un livre qui a la prétention d'avoir pour matériau le cinéma, enfin, ou la fiction. C'est-à-dire qu'on parle de énorme. millions de références. Donc, pour écrire ce livre, moi, je suis d'abord partie des miennes, des références avec lesquelles j'ai grandi. Parce que c'est un livre, malgré tout, même si c'est un essai et une enquête, c'est très intime, puisque j'explique mon propre parcours de femme qui, oui, a appris à désirer la violence et qui, jusqu'à une date très récente, ne désirait que des hommes toxiques. C'est ça qui est Les intéressant, fameux je bad trouve. boys. Ouais, mais au-delà du bad boy, c'est vraiment pour peu que tu me fuyais, mais que tu me donnais quand même quelques miettes à grignoter, j'étais amoureuse de toi. J'ai de la peine à le dire, mais voilà, c'est tout. J'ai tenu, moi, ce discours pendant des années de « Oh non, il est trop gentil, oh non, il me vend pas du rêve, il est trop sympa. » En fait, les hommes qui voulaient être là et qui étaient gentils avec moi m'ennuyaient. Et ça, je suis vraiment désolée, mais la conclusion de mon travail, c'est on me l'a appris. On m'a appris à désirer ces hommes-là. Mais parfois, faute de mieux. Et vraiment, je pèse mes mots. Parce que si nous sommes si nombreuses à nous tourner vers ces hommes-là, c'est aussi parce que l'offre à côté, elle est très pauvre. Des hommes sincèrement féministes, sincèrement gentils avec nous, qui n'attendent rien en retour quand ils le sont. Eh bien, vraiment, moi, j'en connais peu. J'en ai rencontré peu. Et Parce qu'ils ont vu les mêmes films. Voilà, T'allais j'allais dire en fait, ça, ouais. exactement, c'est qu'ils sont modelés aussi par cette culture-là. Mais c'est bien ça qui me tient à cœur dans mon bouquin, c'est que je m'adresse à toutes et tous. Et j'insiste, c'est pas un livre contre les hommes. Du tout. Parce que on est tous et toutes dans le même piège. Maintenant, les femmes en sortent beaucoup plus perdantes. Ça, c'est factuel en termes de chiffres. Mais les garçons aussi grandissent avec ces modèles-là. Et j'entends, même si ça me tue parce que ces arguments sont aujourd'hui repris pleinement par les masculinistes. Mais j'entends que des hommes aient pu souffrir, qu'on leur reproche d'être trop gentils. Je l'ai fait. Et parfois, je m'interroge sur certains. On va pas rentrer dans les détails, mais je me dis, lui, peut-être que je l'ai abîmé. Parce que vraiment, j'ai pu être rabaissante vis-à-vis de certains garçons quand j'étais plus jeune. Parce que finalement, on tout ça fait reproduit partie les schémas qu'on a intériorisés dans les séries, dans les films, dans la musique, que ce soit garçon ou fille. Et comme tu le disais, les femmes sont les principales perdantes, mais il est vrai qu'endosser un rôle, voilà, de devoir être viril, fort, costaud, etc. Bon, on va pas non plus les traiter de victimes, bien sûr, mais ça a des Mais désavantages. des hommes peuvent en être victimes pour le Alors, coup, oui, notamment les hommes homosexuels. oui, tu vois, tout à fait, dans les victimes du schémas patriarcat. dans les schémas non hétéronormatifs. En tout cas, pour les enfants
enfants. D'ailleurs, pour les petits garçons, Tout à fait. eux en sont tout à fait victimes. On voit que les petits garçons qui sont agressés ou victimes de viol le sont essentiellement par des hommes adultes ou adolescents. Donc on voit bien qu'il y a cette voilà que la virilité toxique, elle a des conséquences aussi sur les garçons. Oui, et sur ce point précis qui me tient à cœur, je parle dans Désir et la violence des viols d'hommes à l'écran, de la représentation des viols d'hommes. On a quelques exemples de viols d'hommes par des femmes dans des comédies américaines super populaires, qui sont présentées comme des scènes humoristiques. En Et ça effet. aussi, ça fait partie de la Ouais. culture du viol, hein, rendre des agressions et des violences sexuelles drôles. Le sous-chapitre s'appelle Un homme violé par une femme attirante est un homme chanceux. C'est un peu ce qu'on voit à Et ce l'écran. trope est très présent, en effet. C'est un trope. Mhm. On en rit, en fait. Et autre chose, les viols d'hommes par des hommes, c'est un sujet quasiment absent du cinéma. Je parle d'un téléfilm qui s'appelait Un homme abîmé. J'espère que c'est ça, que je confonds pas. Un excellent téléfilm, voilà, mais c'est peut-être le seul que j'ai vu qui traitait de ça. Donc, à l'écran, en fait, si on est un garçon, un jeune ado ou un homme, en fait, qui a subi ces réalités-là, on les voit soit rendus ridicules à l'écran, soit on ne les voit pas. Soit là, on émergent quelques exemples. Par exemple, La Servante écarlate, où il y a une scène, je spoil un peu, mais bon, bref. Attention, spoiler. Ouais, je spoil, et en plus j'ai oublié le prénom du mari. Enfin bon, bref, dans La Servante écarlate, il y a une scène où l'homme dit non. Enfin, non, arrête, et elle n'arrête pas. Et aussi dans les Chroniques de Bridgerton, une scène très importante, et là, pareil, j'ai oublié les prénoms, je suis désolée, dans la saison 1, où l'homme a bien exprimé le fait qu'il ne voulait pas d'enfant, et donc, pardon pour le moment SVT, mais donc ne peut pas éjaculer en sa partenaire, et elle ne se retire pas. Et donc, c'est un viol. Donc voilà, c'est quelques exemples qui se comptent sur les doigts d'une main, hein, de ces représentations-là. Et là-dessus aussi, le cinéma doit être davantage à la hauteur, Tout à parce que fait. c'est une réalité. Moi, je crois que je me souviens de viols d'hommes sur d'autres hommes, et c'est des viols punitifs sur un homme homosexuel par un homme hétérosexuel pour lui montrer ce qu'est un vrai homme. Ben oui, et merci d'ajouter ça, parce Ouais. que tout à l'heure je parlais des femmes attirantes qui violent un homme chanceux, mais on a aussi ce fameux gag de l'homme en prison, ou alors le pote qui ramasse le Le savon, savon dans enfin les vraiment douches. qui fait du viol d'homme à homme, mais un gag. Bien sûr. Ça, c'est très Ouais, populaire dans c'est les assez comédies terrible. américaines. Oui. C'est vrai que quand tu re-regardes des trucs type Very Bad Trip, enfin The Hangover, tout ça, c'est ultra. Et moi, je me posais la question. J'imagine que tu as revisionné des choses que tu n'avais pas vues depuis longtemps pour désirer la violence. Est-ce qu'il y a vraiment une œuvre où tu t'es dit genre, waouh, je suis vachement choquée par les images que j'en avais avant et la réalité en fait aujourd'hui avec tes lunettes de personne qui a grandi, qui a acquis une conscience féministe, tout ça. Bah, ta question, elle est hyper importante parce que la réponse, elle est tristissime. Tout ce que j'ai revu, tout ce que j'ai revu m'a fait mal. En fait, le travail, ma méta-analyse de mon travail sur ce livre, c'est vraiment ça. C'est qu'en fait, ça m'a plongée, mais dans une souffrance quotidienne. Tout ce que je traitais me déprimait. Parfois, je disais à mes proches, à mes amis, à ma mère, oh bah tiens, ce soir, je regarde Grease. Non, bah ça va, ce soir, je regarde un Disney. Et en fait, je me disais, mais c'est affreux. Enfin, vraiment, tu finis par péter un câble. Et donc, ma réponse, ça va peut-être être Blanche-Neige et les sept nains. Blanche-Neige et les sept nains, parce que j'en parle dès le début du livre, du baiser volé, qui est un baiser forcé, qui est une agression sexuelle. Tout ça, c'est arrivé en même temps, justement, que la médiatisation de l'affaire Pélico. Et moi, j'y ai vu un lien direct, en fait. Moi, dès l'enfance, j'ai joué à la princesse qui dort et qui attend qu'on lui fasse des choses. Ça me donne la chair de poule en vous le disant. Ça a conditionné tellement de femmes. J'en reçois beaucoup à la permanence, le droit des femmes. Voilà, le fait de conscientiser que le corps, il est traumatisé. Parce que le corps, dans ces cas-là, en cas de violence sexuelle sur un corps, soit sous soumission chimique, soit endormi, soit pas conscient, peu importe la raison, le corps va réagir. Mais l'esprit va parfois mettre du temps à comprendre pourquoi le corps réagit comme ça. Et ça, je crois que ça vient aussi, pour une grande partie, effectivement, de ces récits de La Belle au bois dormant, effectivement, tu l'as dit, de Blanche-Neige et les sept nains, où on nous apprend à considérer que c'est ok, que
notre corps en fait, que notre corps est tout le temps à disposition, même quand on n'est pas consciente. Mm. Et je me rappelle de cette chanson de Katy Perry, pour rebondir aussi sur la pop culture, parce que t'as beaucoup bossé sur la musique. Cette chanson de Katy Perry s'appelait E.T., où Katy Perry chante littéralement en anglais. Je vais pas vous chanter, je vous épargne mon accent et Ça mon sera pour les l'after. paroles sur l'écran. C'est un karaoké, en fait. Le karaoké de l'humain. surprise. Non, je crois qu'elle était vraiment en plus. Mais dans sa chanson, elle dit, je veux être ta victime, enlève-moi. Et elle chante ça, et quand on répète ça, qu'on a, peu importe l'âge d'ailleurs, à l'époque j'avais la petite vingtaine, et tu chantes ça à tue-tête, sans même trop comprendre avec du franglais ce que tu racontes, quelque part ça s'intériorise. T'en penses quoi de ça? Là, j'en pense, j'ai un flash de moi, ado, évidemment, gothique, rock Avril Lavigne, là, qui chante juste Rape Me de Nirvana. Ouais. Mais Kurt Cobain était assez féministe pour sa défense, donc je vais pas tacler Nirvana, mais n'empêche que je chantais Rape Oui. Me à tue-tête, quoi. Oui, c'était un peu un hymne. Enfin, c'était beaucoup chanté. Moi, je me souviens dans les soirées aussi, beaucoup. Et Mais justement, moi, dans pardon. ton livre, ce que j'ai bien aimé, c'est que tu mets Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant en parallèle avec Shrek. Et que vraiment, faites voir Shrek à vos enfants, Ah quoi. bah, Shrek, c'est génial. Ouais. En fait, c'est la preuve que depuis tout temps, il faut jamais commencer nos dissertations par Les hommes. de tout temps les hommes. Non, mais c'est-à-dire que moi je tape allègrement sur les années 2000 qui ont franchement été un fiasco du côté sexisme, mais on avait Shrek en même temps, qui est pas parfait, il y a quelques Non. petits trucs qu'on peut redire, mais en tout cas on avait Shrek. Et dans Shrek, ils se foutent complètement la gueule de ces tropes, de la princesse endormie, elle attend et tout. Et il dit qu'est-ce que tu fais là? Réveille-toi, on n'a pas le Faut y time. aller. Mais oui, non, c'est assez savoureux de le revoir. Mais ce qui était intéressant aussi pour moi avec ce travail, c'était bon, non seulement de prendre conscience des violences qu'on voit à l'écran, mais aussi de toute ma misogynie intériorisée. Bien sûr. Parce que je pense notamment à Grease, puisque là je vous en parlais. Dans Grease, il y a une scène d'agression sexuelle au drive-in quand Danny fait le coup du bâillement, là, vous savez, pour mettre nos bras comme ça autour de la fille, et qui justement il en profite pour saisir le sein de Sandy. Et je le raconte dans le livre, mais là, quand je l'ai revu pour le bouquin, je le connais par cœur, Grease. Pour la première fois, en fait, j'étais du côté de Sandy. Toute ma vie, en fait, je fantasmais tellement sur Danny et j'avais tellement envie, enfin, j'étais une pick-me, quoi, de Grease parce que j'avais envie de faire partie de la bande des blousons noirs. Et en fait, je me disais, ah, mais qu'est-ce qu'elle est coincée, Sandy. Et de toute façon, les filles dans le film se moquent de Sandy. Et se moquent d'elle parce qu'elle est coincée et parfaite aussi, quoi. Ben oui. Et donc, moi, à chaque fois, je me disais, non, mais la chance! Il lui touche le sein au ciné, quoi. La chance. Et là, je me suis dit, bah non, pas la chance, en fait. C'est un connard. C'est un ouin-ouin fini. En plus, c'est immédiatement suivi de la chanson Sandy, là, au drive-in, pardon, je me suis pris pour une québécoise. Et où il dit, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi lundi à l'école? Sandy, pourquoi tu m'as fait ça? Mais c'est un agresseur. Qu'est-ce qu'ils vont penser de toi? Pourquoi? Parce que t'as pas réussi à choper, mais tu viens de l'agresser sexuellement. Bref. Est-ce qu'il y a quand même des jolis modèles, des modèles féminins, des réalisatrices, des actrices qui quand même sauvent un peu la mise du cinéma? Oui, ben c'est un peu cuculapraline là ma réponse, mais toutes celles qui depuis 2017, mais déjà un petit peu avant, mais là depuis 2017, ont la force, trouvent les ressources pour parler, pour dire ce qu'elles ont vécu. Elles sont toutes des modèles pour moi. Elles sont toutes des sources d'inspiration. Mais là, comment ne pas vous parler aujourd'hui de Lio, qui signe la préface de Désirer la violence, très et belle dont je me préface. réjouis actuellement qu'on la célèbre justement à l'occasion du documentaire sur Bertrand Cantat, parce que Lio, pareil, c'est tout un cheminement pour moi. À l'époque de l'affaire du féminicide de Marie Trintignant, j'avais 13 ans, et moi, je faisais partie de celles qui trouvaient que Lio, c'était une grande gueule. Lio, elle m'impressionnait. Sans doute, ai-je dû dire qu'elle était hystérique. Je devais la ranger dans féministe hystérique à l'époque, quand j'avais 13 ans. Et maintenant, j'ai grandi. Puis en plus, je lui en ai voulu à un moment parce qu'elle s'en prenait à Gainsbourg, qui, moi, était mon idole. Et je me disais, mais elle est hypocrite, celle-là. Elle a chanté Banana Split, qui, au final... fait la même chose que les sucettes, quoi. Ouais. Alors pourquoi elle s'en prend à Gainsbourg alors qu'elle a joué ce jeu-là? Et je l'ai rencontrée justement pour mon livre sur la musique. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Tu as écrit sur Gainsbourg aussi, il me semble. Ouais, mon premier bouquin, c'était En relisant Gainsbourg, où je célèbre l'œuvre de Gainsbourg.
Et ensuite, donc, mon livre Toutes pour la musique, qui ressort sous le titre Ni muse ni groupie, m'a permis de rencontrer Lio. Et tout de suite, je lui ai dit tout ça. Et je lui ai dit, tu sais, moi, je t'en ai voulu par rapport à ci, par rapport à ça. Et on a tellement mis les choses à plat. Et aujourd'hui, parce que je suis une femme adulte et que je suis évidemment plus mûre que quand j'avais 13 ans, je comprends. En fait, je comprends à quel point elle a été importante. Et bref, je trouve ça admirable, en fait, la force qu'elle a eue d'être seule au monde il y a 20 Bien ans, sûr, à elle était tenir toute des seule. discours qu'on a parfois l'impression d'inventer, là, de découvrir aujourd'hui, alors qu'elle était déjà là. Et donc, voilà, plus le temps passe, le plus pour moi, c'est un honneur qu'elle ait écrit cette préface-là et qu'elle fasse partie de ma vie, parce que là-dessus, c'est vraiment une grande inspiration. Mais en fait, je pensais au modèle, pas sur les violences, mais sur l'imaginaire. En fait, les Ouais. nouveaux récits que peuvent faire des Céline Sciamma ou d'autres autrices, ou même des anciennes. Tout d'un coup, on ressort Alice Guy, on réalise que la première à faire du cinéma de fiction, c'était une femme, et que justement, il y a des courts-métrages féministes qu'elle a fait où elle inverse le rôle des hommes et le rôle des femmes, où c'est les femmes qui se retrouvent dans un café et les hommes qui doivent s'occuper de la marmaille, et elle les laisse faire tout seuls. C'est super savoureux, et en même temps, ça montre que ça a existé, et qu'on les a effacées, pourtant elles ont toujours été là. Bah, bien sûr, mais moi, mon souci, enfin, c'est pas du tout un souci, c'est une mission très réjouissante à l'heure qu'il est, quand je vous le dis. Mais c'est que moi, je reviens de 25 ans de culture masculine, pendant lesquels j'ai idolâtré et étudié des hommes. Donc, en fait, jusqu'à... ça, c'est l'un des dossiers sur moi, mais c'est pas la première fois que je le dis, mais moi, pendant longtemps, je voulais appeler mon fils Roman pour Roman Polanski. Pas mal. J'étais fan de Polanski. J'avais dans mon entrée de mon tout premier appart une statue de Woody Allen. Mes réals préférés étaient Polanski, Woody Allen, Kubrick, Lars von Trier, que j'adore. Bon. Et Tarantino, pardon. Et Tarantino. Donc, vous imaginez un peu mon top 5. Mais justement, ça met en avant tout le parcours, et ça peut permettre à plein de femmes, je pense aussi, de déculpabiliser sur plein de choses. Parce que parfois, on se dit, oh là là, j'ai pas pu penser ça, c'est tellement sexiste, alors qu'en fait... Et c'est pour ça qu'en fait, je le dis sans honte. Mais c'est de là d'où je viens. Bien sûr. Donc, en fait, moi, j'ai beaucoup de temps de retard. Donc là, depuis des années, c'est bon, j'ai consacré énormément de temps à ces hommes-là. J'en découvre d'autres. Et tu parlais de... Pardon, je t'ai coupé. Non, et comme tout le monde, en fait. Oui, je lis... Enfin, j'ai lu des biographies d'Alice Guy, notamment la BD de Catel et Bocquet que j'avais adorée. Je la redécouvre, je regarde ses petits films, enfin ses courts-métrages. Je redécouvre aussi des films. Je pense beaucoup à... j'espère que je me trompe pas dans son nom, Karine Kusama, qui est la réalisatrice de Jennifer's Body, dont je parle dans mon bouquin, qui date de la fin des années 2000-2009. Un film qui était passé, enfin pas inaperçu, mais qu'on n'a pas capté à l'époque. Voilà, et qui en fait est un film archi féministe. Et en ce moment, il y a pas longtemps aussi, c'est vachement bien. Quand on le revoit, on se dit oh waouh, bah pareil, un peu le syndrome Lio. Qu'est-ce qu'elle était elle était en avance, je sais pas. En tout cas, elle était bien plus moderne que nous dans sa façon de penser. Elle était déjà là, en fait. Elle était déjà là. Le film existe déjà, en fait. Et voilà. Et ça, je trouve que à la fois, c'est déprimant parce qu'on se dit, mais comment est-ce qu'elles ont pu être mises sous le tapis, toutes ces femmes-là? Comment j'ai pu passer 25, voire 26, 27 ans de ma vie à célébrer que des mecs? Mais en même temps, bah, trop bien. J'ai 34 ans. J'espère qu'il me reste, je calcule, 50 ans, 50 ans, 60 ans de découverte de toutes ces femmes. Et aujourd'hui, dans la musique, qui t'inspire comme femme? Quelles sont les figures féminines que tu pourrais nous citer et nous enjoindre à découvrir par ailleurs, à part Lio? C'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon syndrome du lapin pris dans les phares de la voiture quand on me pose ce genre de questions. Il y en a énormément, parce que là, pour le coup, j'écoute... Même des anciennes, d'ailleurs. Ouais. J'ai beaucoup aimé le fait que ton livre s'ouvre aussi sur les chanteuses de blues, et chanteuses, du coup, doublement invisibilisées, parce que femmes et parce que noires. Je pense que j'ai refait ma playlist. Trop bien. Ça fait du bien de refaire cette playlist. Bah oui, c'est ça. Oui, parce que ça me tenait à cœur aussi, quand on raconte l'histoire de la musique, du féminisme musical, on raconte l'histoire du féminisme tout court. Et c'est un peu ça, quand je dis par rapport à Lio, qu'on a l'impression aujourd'hui de découvrir des trucs dans nos discours, alors qu'elle les dit depuis 20 ans, 30 ans. En musique, c'est la même chose. Globalement, les blancs n'ont rien inventé, les hommes blancs encore moins, et très souvent, enfin, notamment le rock, je parle de Rosetta Tharpe dans le livre, c'est l'inventrice du rock'n'roll, point. Donc ça, c'est hyper important de revenir là-dessus. Et c'est pas Elvis. Bah non, c'est pas Elvis.
Sauf qu'elle, elle est arrivée au Rock and Roll Hall of Fame 30 ans Quel après lui, quoi. accent! Pardon? T'as un bon accent. Non, c'est vrai. Non, mais tu sais, on sait jamais si on doit se donner à fond ou pas quand on dit des mots en Faut y anglais. aller. Ici, on se donne à fond. Ouais, bah, ton accent est parfait. Et on rappelle qu'on peut du coup trouver tous ces portraits, toutes ces histoires dans Ni Muse ni Groupie. Ouais, mais Le donc, titre bah, du livre. écoute, là, s'il faut, par On exemple, le voit à citer l'écran. quelqu'une, française, géniale, archi badass, je pense à Frida, Frieda, qui a notamment un single, enfin, là, qui a sorti son album, mais Derrière le soleil, j'espère que je dis pas de bêtises, c'est Derrière le soleil, mais en tout cas, un single Freedom, c'est comme ça que je l'avais découverte. Elle est dingue, quoi. Et en fait, et j'adore Iseult aussi, que Oui. j'ai interviewé dans mon livre. Et en fait, ce sont des femmes qui sont très indépendantes dans la façon de mener leur carrière. Et c'est aussi ça dont on peut se réjouir aujourd'hui. C'est à quel point les femmes, même les plus jeunes, celles qui commencent vraiment très jeunes, bah, ne sont plus du tout dans des schémas à la Lio, où en fait, toute leur carrière était contrôlée par des hommes qui avaient l'âge de leur père, voire de leur grand-père, quoi. Oui, Mais j'allais dire, tu parlais de Gainsbourg tout à l'heure, avec le recul et toute la connaissance et l'analyse que t'en as, comment tu vois les choses? Comment je vois Bah, les choses? par rapport par Vous rapport avez à 4 heures. non, mais Gainsbourg, vous avez 4 heures. justement est-ce que quand tu parles de cheminement, est-ce que t'as cheminé sur ta position par rapport à Gainsbourg et à ses textes? Comment ça s'est passé pour toi qui l'adorais? Est-ce que tu l'adores toujours? C'est très Gainsbourg, justement, de tous les types que j'ai cités, c'est sans doute le plus difficile pour moi parce que c'est profondément lié à mon histoire familiale, à mon lien avec mon père. Mon livre, en relisant Gainsbourg, je l'ai dédié à mon père. C'est tellement de souvenirs. C'est-à-dire que, et d'ailleurs, là encore, sans honte, je vous dis que pendant longtemps, j'ai défendu la chanson Lemon Incest parce que c'est une chanson que j'ai toujours trouvée très belle, qui me fait penser à mon père, qui évidemment ne m'a jamais rien fait de violent ou de sexuel. Mais en fait, cette phrase, l'amour que nous ne ferons jamais ensemble est le plus beau, etc., elle m'a toujours transpercée. Je trouve que là, les mots sont importants. Il dit l'amour que nous ne ferons jamais ensemble. Cette phrase, elle est quand même très importante. Il le disait de son vivant. Maintenant, aujourd'hui, quand je revois le clip, quand je sais tout ce que je sais, quand je lis notamment Cécile C, tout le travail qu'elle fait, elle s'est beaucoup exprimée. Évidemment que je l'ai fait tomber de son piédestal. Évidemment, maintenant que je comprends tout l'imaginaire pédocriminel qui se joue dans son œuvre, et raciste et colonialiste. Tout ça, j'en parle un petit peu. Enfin, j'en parle en fait. Je le tais pas en relisant Gainsbourg. Maintenant, mon livre En relisant Gainsbourg, c'était l'adaptation de mon travail de mémoire, donc qui datait de 2013-2014. Donc là encore, ça nous ramène quand même un petit peu en arrière. Et j'étudie l'influence de la littérature du 19e sur la vie et l'œuvre de Gainsbourg. Je ne vais pas aujourd'hui vous dire que Gainsbourg écrit mal. Je trouve qu'il a des textes immenses et qui sont grands poètes. Maintenant, je ne sépare pas l'homme de l'artiste. Oui. Donc, je vais plus du tout tenir des discours que je pouvais tenir dans début des années 2010, où justement, je mettais beaucoup à distance. Je disais tout le temps, non, mais moi, j'aime pas Gainsbourg, hein. Moi, j'aime Gainsbourg, j'aime pas Gainsbourg. Aujourd'hui, j'ai bien compris qu'en faisant ça, je jouais le jeu il est pas vraiment lui-même quand il agresse et quand il viole. Il y a deux hommes différents, etc. Il faut séparer le Gainsbourg du Gainsbourg. Bah oui, je sais, c'est exactement ça, Ouais. c'est exactement ça. Aujourd'hui, grâce à tout ce recul, bloop, je comprends. Donc là, actuellement, je n'écoute pas Gainsbourg. J'avais une belle photo de lui dans mon salon. Je l'ai recouverte par une sorcière avec des chats. C'est une vraie histoire. Ben voilà. Voilà où on en est de mon cheminement. Oui, c'est impressionnant parce que c'est remettre en question un des piliers finalement de ta construction et on peut faire ça avec toutes nos références. Et ça veut pas dire renier quelque chose qui nous a construit non plus, quoi. C'est, comme tu disais, c'est de la remise en contexte aussi, sur plein d'autres choses, quoi. Mais Je vois dans le chat qu'on nous invite à découvrir Super Mariole, la variété au vitriol, des chansons tout droit venues du Gouinistan. Ça peut être pas mal, je pense. Merci la cigale Gabi, en tout cas on ira écouter. Karine, il me semble que tu voulais parler d'une figure assez connue de la enfin assez méconnue de la moi, musique. ça me plairait bien que tu nous parles. Alors, bon, t'as parlé de contemporaine, Iseult qui aime les bad boys, je rappelle quand même, hein. Mais j'aimerais bien que tu nous parles tu en parles dans ton livre, de Hildegarde de Bingen, parce que c'est une autrice, une poétesse, une religieuse du XIIe siècle, donc qui est peu connue, et pourtant, elle aussi, elle était un peu effacée. J'aimerais bien que tu nous en parles parce elle est incroyable, cette femme. Bah oui. Hildegarde, je l'ai découverte grâce à Camille,
parce qu'elle a une chanson qui s'appelle Tout dit, qui est très bon. Camille, moi, c'est mon artiste féminine plus en France. C'est un ovni, cette femme. Euh, et donc, dans Tout dit, elle parle de je vais pas chanter non plus, même si j'aime bien chanter, moi. Elle dit, oh, ma sœur Hildegarde. Et donc, c'est comme ça que pour la première fois, je m'étais dit, mais c'est qui sa sœur Hildegarde? Donc, j'ai découverte comme ça. Et ensuite, Hildegarde, elle est incroyable. Enfin, elle fait quand même figure d'exception, pour l'époque médiévale. Ouais. Elle a eu toutes les casquettes, j'allais dire cette meuf. Non, Hildegarde, pardon. Mais je pense pas que ça la dérangerait. Non. Mais le mot meuf n'existait pas au 12e, on est d'accord? On est d'accord? On sait pas. Pas linguiste. Ils ont effacé allô, là, ça il est aussi. Oui, il faut que j'appelle ma référence Aurore Vincenti, que j'interviewe, dans Désirer la violence. Et donc, Hildegarde, elle a eu franchement toutes les casquettes. Mais donc, notamment, elle a composé des dizaines d'œuvres qu'elle faisait chanter à ses sœurs. L'histoire raconte que justement, à l'époque, alors que normalement, on devait être dans la sobriété, etc., elle les habillait, enfin, elle les faisait se vêtir de blanc, de parures dorées, et donc un peu comme des divas, quoi. Et ce qui était intéressant dans sa façon d'écrire, de composer, c'est qu'elle s'intéressait, pardonnez-moi, c'est la fin de journée, aux problématiques liées au féminin, au corps des femmes, aux menstruations, à leur lien avec la nature. Donc, même si là, c'est clairement anachronique de parler de féminisme, quand même, elle s'intéressait aux spécificités des femmes dans son œuvre. Et puis, elle a écrit sur la nature, les propriétés des plantes, comment guérir les maux liés aux menstruations, enfin des choses comme ça, quoi. Donc, L'IVG aussi. bah oui. Elle avait des plantes médicinales pour faire avorter les femmes parce que la maternité, enfin la grossesse les mettait en danger. Rappelons que c'est quand même une religieuse, donc Oui. elle n'était pas non plus pro-IVG. Mais si la femme était en danger, elle trouvait normal de trouver les plantes qui pourraient faire avorter pour qu'elle retrouve sa santé. C'est incroyable. Mais sœur Emmanuelle, non, parce qu'on parle de Ouais. religieuse, elle a une chanson qui s'appelle La pilule d'or, Mhm. où elle vante les mérites de la contraception, hein. Donc Mhm. l'un n'empêche pas l'autre. Et ce que je trouvais fort aussi chez Hildegarde, c'est que quand même les religieuses n'avaient pas le droit de chanter à l'époque. Et elle a obtenu une autorisation exceptionnelle. Mais oui, bien sûr. Et surtout, même au sein justement de l'Église, elle a gravi les échelons. Enfin, c'était une personnalité très forte. Souvent, vous savez, quand on dit, j'ai l'impression que c'est un peu aux États-Unis une question là à l'université, si tu devais dîner avec quelqu'un de disparu et il faut briller en société en disant une super réponse, bah moi, franchement, maintenant ma réponse c'est Hildegarde de Bingen, parce que cette Génial. femme, à mon avis, tu étais en face d'elle à table. Bon, je sais pas ce qu'elle mangeait, du coup, elle avait 3 carottes. Des plantes. Voilà, 3 Des carottes et légumes, 2 racines, sauf la patate, qui n'était pas encore arrivée en Europe, si j'ai bien suivi mes cours d'histoire médiévale. Ah ouais. Mais à mon avis, elle pouvait nous instruire sur à peu près tous les domaines possibles. Super. Sans transition, on va passer à un sujet qui célèbre un peu moins le féminin, là, du coup. Le documentaire dont tu Ouais. parlais tout à l'heure, en fait, en ce moment est diffusé sur Netflix, là, le documentaire sur Bertrand Cantat, de Rockstar à tueur, hein, je tiens à préciser le titre. Alors sa diffusion ça fait un moment là qu'il tourne, ça a fait réagir notamment sur les réseaux, dans les milieux féministes, mais pas que, un peu partout. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a eu une double lecture, c'est-à-dire que les personnes qui ont vécu cette histoire, moi je m'en souviens, je me souviens du procès, je me souviens dans les années 2000 quand c'est arrivé, et il y a tout un historique, toute une façon de voir cette affaire qui diffère selon les générations. Et notamment comment c'est présenté aujourd'hui, éclairci et en tout cas mis au point grâce au documentaire. Et j'aimerais savoir toi ce que tu en penses et est-ce que tu vois cette différence aussi de perception? Et est-ce qu'aujourd'hui encore tu as des personnes qui te disent, qui tombent des nues en voyant ce documentaire? Moi, c'est très important pour moi ce sujet parce que j'en parle dans l'introduction de mon livre en 2003 parce que le fil rouge de mon livre c'est Kill Bill et en fait le premier Kill Bill est contemporain du féminicide de Marie Trintignant. Donc tout se passait à cette même époque et plantait les mêmes graines dans mon cerveau. Moi, j'étais fan de Noir Désir. Enfin, vraiment, Noir Désir, ça me rappelle mon premier amour. J'ai vraiment été l'ado typique de ces années-là. Et quand ça arrive, moi, ce que je retiens, c'est crime passionnel. Crime passionnel, crime passionnel. Voilà.
la même chose que quand je regarde Kill Bill et qu'au début de Kill Bill, là je vous spoile pas, il tire sur Béatrix Kiddo qui vient de lui dire qu'elle attend son bébé et qui lui tient dessus, mais qui lui dit, tu sais, c'est moi qui souffre le plus de cette situation. J'y crois, Inversion. j'adhère à ça. Ouais. Et à la radio, bon là pour le coup, elle date pas de la même époque, mais je la chantais déjà. Je vis avec mon père dans les années 2000 et sur Nostalgie, on écoute et on chante ensemble le Requiem pour un fou de Johnny Hallyday. C'est la même chose, c'est la même culture. Donc moi, cette idée du crime passionnel, j'y adhère. Voilà. Donc évidemment que ça me choque. Je me souviens très bien de toute cette affaire-là. Mais par contre, je ne choisis pas mon camp comme je le choisis aujourd'hui. Bien sûr. Je suis compréhensive. Et ça marche. Là, aujourd'hui, quand je revois les larmes de Bertrand Cantat, j'ai envie de vomir. Mais à l'époque, ça marche sur moi. Et puis, je suis ado, enfin, j'ai pas le recul, je suis pas féministe à cette époque-là. Donc aujourd'hui, même si évidemment j'ai suivi, puis il y a eu le livre d'Anne-Sophie Jeanne, Désir Noir bien aussi sûr. entre-temps. La Oui, co-réalisatrice pardon. du documentaire. Mais aujourd'hui, là, le documentaire, honnêtement, je l'ai vraiment regardé par devoir, là, professionnel. Mais j'ai pleuré. Pour plein de raisons, j'ai pleuré. Parce que si, il est très... je sais jamais comment on traduit trigger, du coup, en français. Il réveille plein de choses Oui, chez voilà. moi, il réveille plein de choses chez moi aussi, dont je parle dans le livre. Donc c'est très difficile de voir cet homme se présenter comme une victime et de voir, c'est ça le plus difficile, des hommes comme Pascal Nègre, donc, qui a travaillé pour Universal, là, dans les années Aujourd'hui 2020, encore. tenir ces discours-là, ça c'est extrêmement difficile. Moi, ce qui m'a vachement marqué dans ce documentaire, c'est ne serait-ce en fait un petit côté positif, mine de rien. C'est que le temps a joué avec nous pour le coup. Maintenant, on regarde ça et on se dit genre ah ouais, il s'est passé ça. Il y a vraiment ce truc de on peut se rendre compte de ce qui s'est vraiment passé. Enfin, moi, je me souviens quand j'étais petite, j'étais persuadée. Enfin, le récit médiatique était, elle s'est cognée la tête, en fait. Et là, de voir, en fait, maintenant, il y a les rapports d'autopsie, un documentaire qui est vachement complet. Comme tu le disais, ne regardez pas si ça peut vous déclencher vraiment des choses compliquées à gérer pour vous. Mais si vous êtes assez safe sur ça, allez-y, parce que ça aussi montre comment le récit médiatique aujourd'hui peut évoluer. Et à l'inverse, Pascal Nègre, lui, il n'a pas du tout évolué dans son récit. C'est tant que ça fait vendre, c'est pas mes problèmes, quoi. Et pour C'est revenir, privé. ouais. C'est comme plein de La vie personnes. intime Voilà. des artistes ne me regarde pas, c'est bien Exactement. facile ça. Et tu vois, justement, sur ce temps long, je pense que ça s'applique aussi à ce que tu dis, notamment dans Désirer de la violence, à la fabrique de nos imaginaires. Et aujourd'hui, on voit qu'on a une multitude de créateurs, encore trop peu nombreux, mais qui commencent à investir le champ de la pop culture, des créateurs queer, plus de créateurs racisés aussi, qui du coup nous offrent d'autres récits. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, une autre pop culture est possible? Oui, oui, bien sûr. Et c'est là où on peut trouver de l'optimisme. Mais ce qui compte pour moi, c'est quand même... Là, on se parle de Bertrand Cantat parce qu'évidemment, il a tué. Oui, donc on peut pas faire pire que tuer. Mais Marilyn Manson, et là vous pouvez l'ajouter à tous les hommes que j'ai célébrés, Marilyn Manson c'était mon artiste préféré, enfin bref, vraiment, je vouais un culte C'était à vraiment une Marilyn. goth des années 2000. Écoute, c'est pour te dire, mais alors là, peut-être que j'en dis beaucoup trop pendant cette émission, mais je l'ai vu en concert en 2017 pour mes 27 ans. Il jouait le soir de mes 27 ans. C'était l'année de MeToo, hein. Moi, j'étais au concert de Marilyn Manson. Donc, quand je vous dis que vraiment j'ai processé beaucoup de choses depuis 10 ans, c'est ça. Mais là, Marilyn Manson, sa tournée a été annoncée alors qu'il est accusé de tout, des violences sexuelles, de torture, voilà. Et il fait sa carrière tranquillement. Et quand on parle de Music 2, là, je peux pas citer, mais je veux dire des agresseurs sexuels qui mènent leur carrière tranquillement en France et qui se produisent dans des émissions de télé et qui remplissent des salles de dizaines de milliers de personnes, il y en a plein. Donc en Qui se fait, disent féministes parfois. oui, bah bien sûr, Et on ne citera pas. qui signent des tribunes, pareil dans le cinéma. Et donc en fait, pour moi, c'est ça le cœur du problème, c'est que c'est une chose, c'est très très important là ce que c'est en train de provoquer ce documentaire, parce que c'est vraiment tripal, je pense que ça provoque chez toutes et tous. Mais ok, donc on a retenu, apprenons ces leçons, cette leçon-là, retenons-la et appliquons-nous à transformer profondément l'industrie musicale et l'industrie cinématographique. Et ça, je suis inquiète.
Mhm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, moi je pense notamment au collectif More Women on Stage, Mhm. euh, est-ce que le collectif finalement c'est pas une solution face à, on va dire, l'individualité de l'artiste qui est au final très capitaliste aussi, hein, ça se rejoint. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi quelque chose à aller chercher à part de enfin, au niveau de la sororité, c'est-à-dire vraiment de faire corps autour de certains projets, est-ce que ça te pense être une alternative aussi, la création plus collective? Absolument, More Women on stage évidemment et backstage. C'est un collectif très important. J'en cite pas mal à la fin de Ni Muse ni Groupie. Oui, c'est une alternative, mais une alternative qui nous fait du bien d'abord à nous, parce qu'on crée de nouveaux espaces où justement on se sent écouté, entendu, comprise, safe. Donc ça, c'est très important. Mais il y a une espèce de, enfin c'est pas une espèce, un plafond de verre, mais je sais même plus si c'est un plafond de verre, c'est juste un monde en fait qui de toute façon s'oppose à nos collectifs. Dans la musique, honnêtement, hein, c'est évidemment, on a changé quand même d'époque, même si certaines artistes me disent qu'elles sont encore en attente de cette sororité dans l'industrie musicale, ce que j'entends. On n'est quand même plus dans les années 2000 où vraiment les artistes devaient se tirer la bourre, La se compétition, tirer dans les pattes tellement il y avait de la compétition. Même showgirls. quand on revoit des archives de télé-réalité musicale de l'époque, enfin c'est affreux la compétition entre les filles. Là, ça a changé, ça, d'accord. Mais maintenant, les personnes qui dirigent ces industries restent des hommes. Du côté du cinéma, je vous invite à voir toutes les études qui sont menées par 50-50. C'est une cata, les chiffres. Du côté de la musique, c'est pareil. Les femmes sont très, très peu programmées par rapport aux hommes, que ce soit en radio ou en festival. Elles ne sont pas à la tête des grands labels, des grandes maisons de disques, globalement. Donc, en fait, tant qu'on n'aura pas acquis la parité à la tête de toutes ces institutions, on s'en sortira pas. Finalement, c'est dans tous les domaines le problème, c'est-à-dire qu'on a encore Oui. très peu de femmes dirigeantes dans les entreprises. Je citerai cette statistique d'Eurostat, environ 20% de femmes dans les comités de direction des entreprises françaises. Alors même si maintenant il y a une loi qui est passée pour introduire progressivement des quotas, déjà cette loi ne s'applique qu'aux entreprises de 1000 salariés et plus. Donc peut-être que ça concerne certains labels, mais je suis pas sûre. Pour 1000 salariés et plus, ça concerne très peu d'entreprises. Donc avant qu'on arrive à avoir des femmes cadres dirigeantes justement pour finalement insuffler l'égalité dans les plus hautes sphères, parce qu'on est en société capitaliste, qu'on le veuille ou pas, donc on y est. Eh bien malheureusement on aura encore du mal à changer le système. Et tu parlais de sororité. Alors c'est rigolo parce que tout à l'heure on verra une chronique de Hélène Bézier et Madame Meuf qui allait demander dans la rue en micro-trottoir ce que les personnes pensaient de la sororité. On y reviendra tout à l'heure. Mais juste, il faut le préciser, des femmes féministes. Voilà, Bien c'est sûr. exactement ce que j'allais Ouais, non, être une femme ne suffit Ne pas. suffit Voilà, pas, exactement. On le voit pas, et tu le disais, là je dis femmes, mais femmes racisées, Oui, femmes bien sûr, queer, bien minorités sûr. de genre, enfin voilà, tout Oui. sauf, Ouais, tout c'est sauf ça. un Oui, homme on blanc à la s'inscrit Pascal pleinement dans Nègre. Voilà. l'intersectionnalité de toute façon. On va gentiment conclure cet entretien. Violaine, il me semble que tu as une dernière question. Oui, j'aurais Piège. voulu non pas du tout, je crois pas. Comme on parlait d'évolution de société, j'aurais voulu avoir ton avis sur le phénomène de la dark romance. Donc ce phénomène, alors peut-être que tu peux nous l'expliquer en quelques mots et qu'est-ce que t'en penses? Tu disais que t'étais inquiète pour l'avenir. La dark romance, c'est enfin c'est pas un sous-genre, c'est un genre à part entière de la romance, donc dont le but principal c'est de nous raconter des histoires d'amour, mais qui ont lieu dans des univers dark, donc par exemple la mafia, par exemple des univers de motards, archi bad boy, etc. Mais qui reposent très souvent, not all dark romances, mais quand même beaucoup, qui reposent sur des histoires de kidnapping, de séquestration, de violences Des physiques, rêves de de violences petite fille, vraiment. Voilà, Voilà, tout ce que j'adorais. C'est ça. Vous allez vous dire quel drôle de personnage, de personnagesse. Ce que je pense de la dark romance, en fait, on m'a énormément interrogé là-dessus parce que, en effet, ce phénomène va très bien, enfin résonne très fort avec ce que je traite dans Désirer la violence. D'abord, de la même façon que je le disais pour Le Dernier Tango à Paris, je ne suis pas pour la cancellation de la dark romance. Je ne veux pas qu'on interdise aux jeunes de lire quoi que ce soit et aux gens de lire quoi que ce soit. Je veux, et ça je travaille par moment avec des bibliothécaires, des professionnels du livre, qu'on contextualise mieux ces œuvres-là, qu'on puisse aussi proposer des alternatives. Moi, ce que je demande à chaque fois que je passe en librairie, c'est que quand on vend
un livre de dark romance, on glisse le violentomètre dedans. Ah oui. C'est ça, parce que c'est un marque-page après tout le violentomètre, Très bonne qui idée. permet quand même de voir, parce que je le fais ça, là, quand je suis intervenue dans des classes de lycée, je leur faisais faire l'exercice. On a pris la 4e de couve de Captive et je disais, bon, bah, maintenant, vous pouvez me pointer si ça résonne avec des choses du violentomètre. Peut-être Spoiler qu'on peut alert, mettre oui. le violentomètre dans le chat si on Ouais, a le si vous lien. trouvez le Parce que violentomètre, mais pour vous rappeler dans le chat, le violentomètre, ça Mm. se ça se présente le plus souvent sous une forme de réglette où vous pouvez en fait jauger de la toxicité de votre relation. Donc c'est très simple, hein, vous avez un code couleur rouge, orange, vert, et je pense que ça peut vraiment aider. J'ai vu aussi qu'il y a une initiative qui visait à le mettre sur les Baguette. étuis de baguettes de Mais pain. ça avait été fait, hein, Ouais. vraiment. Ouais, Et ça a ça, été fait, ouais. c'est vraiment de le mettre dans le quotidien comme ça. Bah, donc ça c'est voilà l'intro sur la dark romance. Mais maintenant, ce que j'explique à chaque fois, c'est rien de nouveau sous le soleil, puisque Oui. C'est à mes juste, yeux, La Belle et Ouais. la Bête, c'est de la dark Ah oui, romance. c'est ça. Je me suis beaucoup exprimée sur Instagram. Si ça vous intéresse, j'ai fait un post sur La Belle et la Bête en particulier. La Belle et la Bête, c'est de la dark romance. Énormément des choses qu'on a aimées. Enfin, la Ou même- version récente de La Belle et la Bête. Après, il faudrait revenir sur Oui, des oui, relectures le conte féministes des d'origine. contes. Oui, Voilà. bien sûr, le Pardon. détournement, très Petite souvent. Non, mais c'est vrai. aparté. Absolument, merci de le préciser. Je parle du Disney. Mais je veux Oui. dire, ça coche, quand on prend le violentomètre, ça coche plein de critères des zones orange et rouge, quoi. Ouais. Et surtout, c'est encore une fois sexiste et classiste de s'en prendre à la dark romance aujourd'hui, de se dire mais regardez-moi ça. En plus, ce sont des femmes qui écrivent ces livres quand toute notre culture littéraire française n'a reposé que sur les violences faites aux femmes et aux enfants. Enfin voilà, quand on pense à Maznev et ses bouquins, archipédocriminels, mais pour ne citer que lui, ils sont au mieux autant dangereux, si ce n'est pire, Oui. plus dangereux que des bouquins de dark romance. Donc voilà, faut aussi ouvrir les yeux. C'est pas nouveau, finalement, c'est l'actualisation d'un phénomène littéraire qui a toujours existé. C'est juste que ça, on considère que c'est de l'infralittérature, évidemment. Ça, les autrices de Oui, il y dark a un mépris romance, de classe aussi là-dessus. vous évidemment. viendrez me gifler le jour où ce sera le cas. Je pense pas qu'Augustin Trapenard là les invite à la grande librairie et Bernard Pivot ne l'aurait sans doute pas fait non plus. C'est ça toute la différence, c'est qu'on considère que c'est de C'est de la littérature l'infralittérature. illégitime. Maintenant, ces mêmes hommes qui condamnent ce sous-genre qui n'est pas de la littérature, en revanche, sont bien heureux de s'en mettre plein les poches grâce à la dark romance. Et on en vient là à une autre industrie qui est celle du livre et de l'édition. Les Insolentes, ça fait partie du groupe Hachette. Bolloré est à la tête d'Hachette. Et au même moment, ok, il publie Désirer la violence, merci pour moi, mais c'est l'un des leaders sur la dark romance. Donc ça montre aussi, Oui, en c'est fait, ce BMR tir. Édition, je crois, leur filiale dédiée. Il y a Hachette Roman. Oui, Hachette Romance. BMR Édition, ça me parlait. Je crois que c'est une filiale, mais je suis pas certaine. Mais en tout cas, qui publie. Si jamais dans le chat, enfin si jamais à la modo, vous pouvez retrouver pour répondre à la question. Avec Hugo, ce sont les deux leaders en France de la dark romance. Donc, avant de conclure, Chloé, il y a une question qu'on aime poser à chacune de nos invités. Bon, toi, tu as déjà un petit peu répondu. Non, jamais. Elle a été On essaie que ça soit le plus possible une safe space ici. Mais en fait, nous, on se demande, en fait, quels ont été tes déclics féministes ou au moins de déconstruction. En fait, la première fois où dans ta tête tu t'es dit, là il y a un truc, un système, il y a quelque chose, quoi. Est-ce que tu te souviens, ça peut être une œuvre, quelque chose d'autre? Non, parce que vraiment, en témoignent toutes les fun facts, pas fun du tout que je vous ai partagé. Ça a été super long et très progressif, mes prises de conscience. Ce qui est sûr, c'est que quand j'ai commencé dans le journalisme, donc il y a une dizaine d'années, j'étais reporter pour France Télévisions. Et ça, je me souviens que sur le terrain, je me prenais du sexisme plein la tronche, notamment parce que je travaillais avec des caméramans qui avaient 2 ou 3 fois mon âge et qui étaient des hommes et que systématiquement, quand on allait en interview, c'est à eux qu'on parlait, c'est à eux qu'on répondait. Ils avaient beau dire c'est ma collègue, la journaliste, ils voulaient rien savoir. Le nombre de fois, la petite journaliste, la petite collègue, enfin bon, bref. Là, dans mon monde professionnel, dès que j'ai commencé à taffer, je me suis dit ah ok, ok le sexisme. Mais en revanche, mon engagement tripal, il est vraiment venu au fur et à mesure et c'est pour ça que Désirer la violence, c'est le livre à ce jour qui me tient le plus à cœur. C'est que malheureusement, j'ai connu une relation particulièrement violente avec un homme contre qui j'ai déposé plainte. Donc l'année de mes 30 ans, donc c'était il y a peu de temps, c'était il y a 4 ans. Et là, clairement, oui, il y a eu un avant et un après. Parce que
j'étais déjà très sensible évidemment à tout ça, mais de l'avoir vécu, ça m'a rendu vraiment ces affaires-là absolument intolérables. Et je pense, c'est sans doute bizarre, je sais même pas si c'est bien de le dire déontologiquement, je ne sais pas, mais je pense que ça a fait de moi une meilleure journaliste sur ces sujets. Oui, c'est une partie de toi finalement maintenant. Ben ouais. Enfin, voilà, je sais pas trop, je sais pas trop si Non, c'est mais bien c'est neutre ou je sais pas de dire tout ça, mais non, mais depuis de toute 4 façon, ans, ici, nous, nous, la neutralité journalistique, c'est une oui. vaste. Enfin, Non, mais c'est qu'on peut, voilà, Existe-t-elle tu vois. vraiment d'ailleurs? Là, ça sûr, mais c'est t'appartient juste que, de toute Ouais, façon. c'est Ça juste que, t'appartient, c'est toi ce que ça t'a fait à Et c'est toi. Et puis important c'est de voilà. dire de là où on parle C'est aussi. oui, mais je veux dire, Mm. avant tout ça, je traitais déjà, j'avais écrit des Oui. papiers sur l'emprise, sur les violences, j'avais mené une enquête sur les violences, le harcèlement chez les jeunes, etc. Je veux dire, et je Mm. faisais bien mon travail. Simplement, là, oui, de moi à Mm. moi-même, maintenant, c'est différent, donc je les porte différemment. Et ce qui est sûr, c'est qu'à l'échelle de ma carrière, en revanche, je sais pas si je serais aujourd'hui capable de faire ce que je faisais il y a 10 ans dans un média où on attend absolument que je sois neutre et où parfois mes valeurs sont étouffées. Ça, vraiment, je pense pas. Et en tout cas, sur tous tes fun facts, ne t'en fais pas, hein. Moi, mon livre préféré pendant longtemps, c'était 99 francs, où j'avais l'impression d'avoir vraiment Oui, je l'avais d'être pas vu super d'ailleurs. riche, tu vois. Donc, vraiment, je Ouais. pense qu'on est toutes passées par là, la Moi Je te aussi, génération. remercie j'aimais beaucoup, bien. je me sens moins Non, seule. mais tu n'es pas seule, Ça vraiment pas. concerne ce cheminement, je crois qu'il concerne toutes en Oui, fait. Je crois que j'ai jamais rencontré une féministe ou enfin même sans se revendiquer féministe, une femme qui ait un discours ultra déconstruit mais et qui disent non non, ça a toujours été comme ça. Donc, mais de l'assumer en donnant des exemples, ça parle et je trouve que c'est hyper oui. précieux. Donc merci pour ça. Bah, merci à vous. Mais je Et le merci fais beaucoup, justement parce que parce que je sais que beaucoup de femmes, et c'est ce que je fais notamment dans ma newsletter La Pause Simone avec Simone Média, beaucoup de femmes ne se sentent pas légitimes parce elles ont ces paradoxes et qu'elles se disent, je suis une mauvaise féministe parce que j'écoute Michael Jackson, parce que ceci, cela. Donc je trouve que c'est hyper important de le dire pour j'ai une Oui. expression qui me vient, mais elle est vraiment vulgaire. Bah, Pour qu'on relâche la merci. pression. Peut-être que vous l'aurez deviné. Devinez dans le chat. Attention, le bot est très sévère. Bah, merci beaucoup, Chloé.